Bon, mais il est l'heure de reprendre nos travaux. Première partie d'après-midi dans cet amphithéâtre où nous allons avoir deux restitutions. La restitution des ET Lab dans un premier temps et dans un deuxième temps, la restitution du hackathon. Donc nous avons 40 minutes pour cette première séquence. L'objectif est de vous restituer les travaux de la journée de mardi, puisque mardi, à peu près 70 personnes étaient aux ET Lab. Les ET Lab, c'est une co-organisation entre Office de tourisme de France et la MOPA. Cette année, on est parti sur un format un peu différent. D'habitude, on faisait des journées NT pour les animateurs numériques de territoire, reporters de territoire. Cette année, on s'est dit on va essayer de faire un hackathon à l'envers en faisant un appel à projet sur des offices de tourisme, 5 territoires, qui avaient 5 idées à développer. Ces idées, les territoires dont vous voyez les représentants ici, avec des animateurs des groupes, les ont présentés mardi matin à tous les participants, en disant voilà, nous avons une idée, et cette idée, il faut, d'ici ce soir, essayer de la développer. La particularité, c'est que nous avions dans quasiment chaque groupe un UX, un designer d'expérience, un as de la relation et de l'expérience client, grâce au partenariat avec Voyage SNCF, nous avions 2 experts de UX de Voyage SNCF, plus 2 experts d'Akiani, qui est une entreprise bordelaise, qui ont mis à disposition du temps pour justement faire cet accompagnement UX. Et l'idée, c'était que chaque groupe trouve sa méthode et qu'en fin de journée, on puisse avoir le projet qui a été développé. Et donc, la restitution cet après-midi, c'est l'histoire de ces 5 projets. Et on commence de suite avec l'exemple du Florentinois. Et donc, je vous laisse la parole. Oui, non, bien sûr. Tu veux un micro? Oui, oui, c'est bon. Donc, bonjour à tous, je suis Marion Oudonneau de l'Office de tourisme du Val-de-Garonne. J'ai accompagné avec Hélène de la MOPA le groupe de l'Office de tourisme du Saint-Florentinois qui est situé dans Lyon, en Bourgogne. Donc Véronique est à mes côtés. La commande, c'est que cet office de tourisme a fait l'acquisition d'un local de 200 mètres carrés et son intention, c'est de créer un office de tourisme rétroconnecté. Et en équipe, ils ont fait déjà une première brainstorming et elles avaient défini 3 espaces qui étaient le Cyber Memory, le Young Space et le Garden Nature. Comme ça. Voilà, l'objectif de la journée, c'était d'augmenter leur projet, de leur donner des clés de lecture et de voir ce qui était possible de faire en une journée, plutôt en 6 heures sur cette thématique. Donc en fait, on a commencé par un premier exercice, on les a divisés en 2 groupes et on a travaillé sur la clientèle et les personas, notamment avec l'UX de Voyage SNCF qui donc a vraiment pris en charge ce groupe. Et ce qui a permis d'aboutir à 3 personas primaires et secondaires, qui étaient un couple avec 2 enfants de mémoire, un couple belge et un senior retraité. Ce qui était intéressant dans ces personas, c'est que du coup, ils ont exprimé les attentes de ces clientèles, ils ont identifié les points de douleur et je ne sais plus, et ce qui n'était pas maîtrisé. Et le deuxième groupe a travaillé en fait sur les 3 espaces qui étaient déjà prédéfinis selon une méthode d'écriture automatique pour voir comment en fait des personnes extérieures à l'office de tourisme pouvaient comprendre la commande. Donc elles ont écrit pendant 15 minutes en tout sur les 3 espaces tout ce qui leur venait par la tête. Après on a entouré les mots-clés qu'elles ont écrit sur des post-it et qu'on est venu coller sur des tableaux afin de les regrouper et puis de classer les idées et d'arriver à des premières définitions. Ce qui était intéressant, c'était justement de confronter ces 2 ateliers, donc les personas qui avaient été travaillés avec le premier groupe et les espaces. Et donc par un jeu de questions-réponses, on est arrivé à la fin de la moitié de la journée à un compromis sur les 2 espaces.
Et donc, on en a gardé 2 finalement sur les 3 qui étaient proposés en fonction du coup des personnalités qui avaient été définis. Et après, donc l'après-midi, on leur a proposé de se mettre en 2 groupes et d'approfondir ces 2 espaces qui avaient été retenus. Et avec des jeux de cartes sensoriels, on leur a demandé d'imaginer des dispositifs sensoriels pour le cybermemory, pour le garden nature, et de proposer une expérience en fonction des cibles qui avaient été identifiées. C'était assez intéressant parce que du coup, il y a un groupe qui s'est vraiment focalisé sur un espace dans un espace et le premier groupe qui s'est focalisé sur l'espace entier. Donc, il a fallu aussi confronter les idées. Et c'est là que je parle. Donc, je m'appelle Véronique Dujon, je fais partie de ce grand OT du Florentinois, 4 employés. Je pense sans me vanter qu'on est le plus petit représenté ici aux journées du tourisme. Alors, non. Donc, on a retenu deux espaces, le cybermemory, parce que pour vous planter le décor, l'office de tourisme du Florentinois, pour l'instant, c'est une boîte à chaussures, 30 mètres carrés, coincée entre un marchand de vaisselle et on va dire un garage. Donc voilà, et donc ça ne nous empêche pas d'avoir de grands rêves. Donc on a soumis l'idée au président de la Comcom de nous acheter 200 mètres carrés en plein centre-ville. Et là, on s'est mis à rêver, de faire un espace où tout le monde pourrait se retrouver, parce que on peut imaginer qu'un OT, surtout le nôtre, chez nous, ça va finir par devenir ça. C'est-à-dire, alors c'est sûr qu'on fait tout ce qu'il faut comme un OT, mais on va essayer de ramener des gens, de faire participer les locaux. Et donc, le cybermemory va être fait pour ça. C'est-à-dire une structure, un espace où chacun va pouvoir raconter son Florentinois. Chacun aussi va pouvoir venir voir des photos. On a pensé aussi à des choses à faire, découvrir des senteurs. Donc voilà, faire un mur de photos avec les grandes gueules ou les belles gueules du Florentinois. On pense à des parcours ludiques pour les enfants, historiques ou pas. Alors ça, c'est la partie cybermemory. Et pour le local gourmand, on imagine un salon de thé ou un salon d'OT, donc, et où chacun pourra venir concocter ses recettes, demander à des cuisiniers locaux. On en a quelques-uns des bons, on mange bien dans le Florentinois. Et voilà, on est parti sur ces deux idées-là. Alors bon, on ne repartira pas avec un plan tel qu'on aurait pu l'imaginer, mais on sait déjà qu'on va faire participer donc les locaux. On sait déjà qu'on va essayer de tout faire pour faire de cet espace un espace où chacun va pouvoir se rencontrer. On va donc réinventer nos espaces, comme c'est écrit là, et provoquer un souvenir mémorable, aussi bien pour ceux qui vont participer à la création de ce nouvel OT que ceux qui viendront le visiter. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, on va continuer avec le Sarlat Périgord Noir. Et je passe la parole à Émilie. Bonjour, donc Émilie, l'Office du tourisme Sarlat Périgord Noir. Donc, avant de vous parler de la commande, je voudrais, pour démarrer, planter un petit peu le décor et vous montrer ça. Donc, vous voyez, ça à Sarlat, ça amène beaucoup de questions, notamment une qui revient souvent. C'est quoi le suppositoire derrière la cathédrale ? Et en fait, ça entraîne généralement une certaine réaction de la part des saisonniers qui ressemble un peu à Saint-Lâ. Et en fait, on s'est dit que c'était pas top en termes d'expérience client. Donc on s'est dit à l'Office du tourisme qu'il faudrait trouver une solution pour former, professionnaliser les touristes, les saisonniers, pardon. On a pensé à un MOOC, mais plutôt à un DOOC, c'est-à-dire un MOOC de destination, Destination Open Online Courses.
Donc on s'est tourné vers la Maison de l'Emploi. À Sarlat, on a la chance d'avoir une Maison de l'Emploi qui abrite également un espace saisonnier. Et on leur a posé plusieurs questions. La première était quels sont les profils des saisonniers chez nous. Et il se trouve qu'à 50%, ils ont moins de 25 ans. À 50%, ils ont plus de 25 ans. Et on a demandé à l'espace saisonnier, vous, qu'est-ce que vous faites pour eux? Alors ils ont mis en place beaucoup de choses en termes d'emploi, une bourse à l'emploi, des forums plusieurs fois dans l'année pour aider les saisonniers à trouver un job. Ils ont mis en place aussi pour une bourse au logement où ils mettent en relation des hébergeurs avec les saisonniers qui cherchent un hébergement pour la saison. Ils sont en train de construire un foyer habitat jeune. Et donc ils nous ont dit, en fait, votre proposition de professionnaliser ces saisonniers, c'est la dernière brique qui manque à ce qu'on offre, nous, aux saisonniers, c'est-à-dire leur permettre de monter en compétences. Donc, durant le lab de mardi, on a travaillé en 2 groupes. Un premier groupe sur une première cible, les moins de 25 ans, et un deuxième groupe sur les plus de 25 ans, avec 2 idées un petit peu différentes. Sur les moins de 25 ans, pourquoi pas partir vers un good morning saisonnier avec le principe des jeunes qui parlent aux jeunes. Et pour les plus de 25 ans, quelque chose de plus complet, une plateforme, un MOOC en fait. L'idée, c'est que c'est le même contenu, on leur diffuse le même contenu, mais par 2 canaux différents. Donc les deux groupes ont choisi de travailler en se mettant dans la peau d'un saisonnier qui arrive sur Sarlat, et par des cheminements différents, ils sont en fait arrivés aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que les 2 groupes ont rédigé un parcours du saisonnier un peu sur le même modèle que le parcours client. Et donc on s'est posé des questions sur ces 2 parcours. C'est de quoi a besoin le saisonnier? Qu'attend-il avant, pendant, après sa saison? Qu'est-ce que peut faire l'Office de tourisme pour répondre à ces attentes avant, pendant, après la saison? Puis il y a une question qui a émergé, c'est et les employeurs dans tout ça, est-ce qu'on les associe? Oui, bien sûr, on les associe, mais on les implique comment et à quel moment et pourquoi? Donc, pour répondre à ces questions, on a eu quelques idées, dont je vais vous en présenter 3. Mais avant de le faire, je voudrais remercier tous les membres du groupe, et notamment Fabien, avec qui j'ai préparé ce lab pendant plusieurs semaines. Et comme on est très modeste, nous, ces idées, on les a appelées des pépites. Donc la pépite numéro 1 du lab qu'on a eu comme idée, c'est on va créer un kit saisonnier, c'est-à-dire quand le saisonnier il arrive, on l'accueille. On est à une destination saisonnier friendly. Tu viens chez nous, on te donne un petit package avec des infos sur la destination, des infos sur l'espace saisonnier. Tu vas avoir des petits goodies. On aimait bien l'idée des badges. Voilà, on voit que ça a marché là pendant 2 jours. Donc leur donner tout plein d'infos, et notamment où aller chercher des infos supplémentaires. Et bien sûr, ce kit, c'est aussi le moment pour nous de faire la pub du système de professionnalisation qu'on veut développer, pour les inciter en fait à y prendre part. En fait, on veut créer une communauté de saisonniers, en fait, comme sur une station, sauf que là, ça serait en Périgord noir. La deuxième pépite, cette fois, on s'est placé du côté de l'employeur. En fait, on veut l'impliquer dès le démarrage de notre projet, dans ce projet-là. Et en fait, on veut qu'ils reconnaissent les compétences qui seront acquises via le MOOC ou via le Good Morning saisonnier, et qu'ils se disent, tiens, je veux embaucher un saisonnier, il a atteint le niveau 26 sur, admettons, les 50 niveaux qui existent, et il a gagné un badge sur moi je sais servir, je sais faire un cocktail, ou moi je sais parler des sites en Périgord, voilà, et pour le job que je veux lui proposer, j'ai besoin de ces connaissances-là. Donc on aimerait en fait qu'après ça puisse être valorisé sur un CV. Pour ça, on a besoin de les associer en amont. Pour aller un peu plus loin, on s'est peut-être dit qu'on pourrait un petit peu renverser la tendance, et qu'on pourrait aussi peut-être faire que les saisonniers aient le moyen de noter les employeurs en disant tiens, tel employeur, il a des compétences managériales plutôt sympas, et notamment sur l'accueil des saisonniers, il a mis en place des choses un peu sur le principe de Glassdoor, qui est un peu le TripAdvisor des entreprises. Et enfin, la dernière pépite dont on voulait vous parler,
c'était la validation pour nous de l'idée qu'on avait au départ, c'est Good Morning Saisonnier. Thomas et Christina vous l'ont présenté pendant ces 3 jours. Nous, c'est un projet qui nous parle depuis le début, qu'on suit. Ils étaient avec nous pendant le lab et ils nous ont beaucoup aidés. On sait qu'ils l'ont testé, on sait que ça a marché. Nous, on aimerait bien le valider et en fait, carrément, on aimerait bien être le premier Good Morning saisonnier rural. Et donc, en 2017, on aimerait bien être avoir un Good Morning saisonnier Périgord noir. Et pour conclure, en fait, on est allé encore plus loin. Et ça nous a inspiré quelque chose, cette journée intense de travail. On s'est dit que pour pouvoir impulser le chantier qui est vaste de la gestion de la relation client, dont on a beaucoup parlé ces jours-ci, finalement, on pourrait commencer par le client saisonnier, parce que c'est lui qui fait vivre l'expérience aussi du territoire et qu'il faut qu'il sache accueillir. Et donc l'expérience du client va aussi passer par ce que le saisonnier lui fait vivre. Merci. Et alors GRS, ça veut dire quoi? Gestion de la relation des saisonniers. D'accord. Gestion de la relation des saisonniers. On va loin dans les labs. Merci. Le DOUC, vous aurez remarqué quand même ces inventions, un DOUC et de la GRS. Alors, je vais demander maintenant à Élise de venir nous rejoindre, Élise Dunaud, de l'Office de tourisme de Brive-la-Gaillarde et de son pays, 100% Gaillarde, pour Brive Destination Sociale Connectée. Donc tout notre projet, la commande, c'était le fait qu'on soit déjà présent sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais on a besoin d'avoir encore plus de contenu produit et partagé par encore plus de monde, à la fois les locaux et à la fois les voyageurs qui viennent sur la destination Brive-Aglo. Et derrière ces contenus, comment on peut réfléchir à ce qu'ils soient diffusés en ligne, mais aussi dans des lieux physiques pour les rendre encore plus accessibles et pour élargir leur diffusion, avec un objectif secondaire derrière qui est d'amener des flux là où on n'en a pas forcément, puisqu'on est une grande agglo et qu'on a des flux concentrés sur certaines parties et des lieux un petit peu plus délaissés parce qu'ils n'ont pas de tour Eiffel touristique. Donc les 3 buts sur lesquels on a travaillé sur la journée avec le groupe et avec l'UX sur la journée, donc avoir des contenus de visiteurs qui vont crédibiliser encore plus notre destination, mobiliser, engager les habitants et les visiteurs et matérialiser les expériences qu'ils vivent et qu'ils puissent les diffuser largement et que derrière on puisse les réutiliser. Donc la méthode, on a travaillé, on était un grand groupe de 20 personnes, du coup on s'est divisé en 4 sous-groupes. On est parti des cibles de clientèle principales que l'on souhaitait faire produire, partager du contenu, qu'on souhaitait mobiliser. Donc nous aussi, on est parti sur une méthode avec des personas. On a analysé les freins de ces personas au fait de poster, que ce soit des freins personnels, technologiques ou autres. On a analysé aussi des moments de partage possibles, des lieux privilégiés ou au contraire des lieux délaissés par ces cibles-là. Et ensuite, on a analysé les intérêts qui étaient apportés à nos clients tout au long de leur parcours pour pouvoir influencer ces éléments-là et agir sur ces intérêts pour être plus concrets. Du coup, on a réfléchi sur des solutions concrètes à déployer sur le territoire, sur 3 cibles. La première, c'est la famille, qui est notre grosse cible de clientèle sur la partie saison, juillet-août, qui recherche principalement des activités gratuites, originales, des bons plans et qui n'a pas trop de soucis pour partager des photos sur les réseaux sociaux, surtout quand il y a toute la famille, les enfants qui font des activités. La deuxième cible, c'était le country breaker. En gros, c'est une cible qui a entre 40 et 60 ans, qui est plutôt là sur les ailes de saison, qui vient en couple, donc sans enfants à charge, et qui aime fréquenter des lieux et avoir des offres sur la thématique qu'on appelle art de vivre, c'est-à-dire de la culture, du patrimoine, de la visite de village et de la fréquentation de restaurants ou d'événementiels liés à de la culture ou du sport. Et puis, la troisième cible, la population locale, qui est fière de son territoire, mais moins connectée. On a une partie qui est fière et qui le revendique et qui le fait savoir sur les réseaux sociaux, et une autre qui l'est, mais qui n'a pas forcément l'accès à ces réseaux sociaux parce qu'ils ne savent pas faire, qui aime qu'on considère leur offre. Par exemple, c'est mon restaurateur qui aime qu'on parle de lui, mais lui, il ne sait pas forcément le faire. Ou alors, un habitant d'un village qui aimerait bien que ça soit diffusé plus largement, ce qui se passe dans son village, mais lui non plus, il ne sait pas faire.
Donc la première cible sur laquelle on a travaillé, c'est la famille Michu. La famille Michu, donc, je vous le rappelle, qui recherche plutôt des activités gratuites, ludiques, originales. Donc la première idée, c'était comment on peut leur faire découvrir autrement et leur faciliter le partage sur les réseaux sociaux, comment on peut les inciter à créer du contenu. Donc il y a une idée qui a été nommée sur la journée Bouge à Brive. C'était un parcours chasse au trésor interactif pour inciter à la découverte. Comment on va pouvoir créer une chasse au trésor qui va inciter les personnes à aller sur des lieux où il n'y a pas forcément d'éléments touristiques déjà connus, mais au contraire, comment on va faire pour les inciter à y aller. Derrière, comment on peut leur faire répondre à des énigmes, et en répondant à ces énigmes, ils sont obligés de produire et de partager du contenu sur les réseaux sociaux. Et derrière, ils peuvent gagner des avantages sur la destination et du coup, derrière, avoir aussi une autre occasion de repartager l'avantage qu'ils ont eu, par exemple, une réduction dans une boutique, un menu enfant dans un restaurant, etc. Donc c'est en lien avec cette idée-là. On se disait aussi que la famille Michu, elle avait envie davantage dans des lieux moins fréquentés. Nous, ça nous permet de les inciter à y aller. Et en même temps, eux, ça leur permet de bénéficier de bons plans puisque c'est leur première recherche. Donc là, c'est par exemple, voilà, j'ai fini mon parcours énigme où j'ai fréquenté les 5 lieux qu'il fallait faire absolument dans le week-end. J'ai un avantage, une réduction sur une offre spécifique sur mon territoire. Deuxième cible, le couple donc qui est là, Country Breaker, sur un plus petit séjour, un court séjour plutôt culture, sport, événementiel et gastronomie. Ils ont toujours un chien quand ils viennent à Brive Ils ont toujours un chien, toujours. C'est typique. Donc là, on a pensé à des dispositifs plutôt facilitateurs et incitatifs qui, tout au long du parcours sur la destination, vont inciter ces clientèles-là à poster du contenu. Donc c'est par exemple du mobilier urbain adapté qu'on a défini comme photogénique. En lui-même, le mobilier est photogénique, mais il rend aussi les visiteurs photogéniques. Donc ça peut être un totem moustache, puisque ça correspond totalement à notre marque, mais ça peut être aussi des éléments événementiels dans les villages, dans la ville de Brive, qui donnent envie de créer du contenu parce que c'est exceptionnel, on a vraiment envie de se prendre en photo avec, un peu comme le miroir d'eau à Bordeaux, et qui nous donne envie de le partager. Dernière cible, les locaux qui, eux, sont moins connectés, mais qui ont envie qu'on parle d'eux. Donc, par exemple, un restaurateur et des propriétaires de gîtes. Comment on va faire, eux, pour les mobiliser ? On s'est dit qu'il y avait déjà des contenus sympas qui étaient produits par des clientèles connectées, comme des photos sur Instagram. Pourquoi pas faire une expo photo itinérante issue du virtuel, mais qui va être mis au réel et qui peut bouger. Et puis, si on n'a pas l'expo photo dans son village, pourquoi pas le dispositif qu'on utilise déjà pour faire de l'accueil hors les murs avec l'office. On peut reproduire cette expo photo en miniature, entre guillemets, et l'amener sur les lieux où on va aller faire de l'accueil hors les murs pour inciter les habitants et les touristes à venir voir l'expo. En fait, c'est l'expo qui vient à eux directement et plus eux qui doivent venir voir l'expo. Donc sur cette journée, voilà ce qu'on a retiré en gros comme grands enseignements, toutes cibles confondues, selon le parcours client, avant son séjour, pendant son séjour et après. Avant, pour remplir notre objectif, il faut vraiment de l'incitation. Alors ça peut être par de la PLV spécifique, des goodies, des contenus que d'autres visiteurs ont déjà produits, de la mobilisation des prestataires, du hashtag partout, ça c'est obligatoire. Pendant le séjour, c'est plutôt des facilitateurs humains, quelqu'un qui va vous aider à poster quelque chose, qui va vous expliquer, ou des facilitateurs numériques, des dispositifs artistiques, des challenges qui vont vous inciter à poster et surtout, indispensable, du Wi-Fi partout. Et après, on a vraiment besoin pour le bénéfice client d'avoir du souvenir via des contenus personnalisables ou des goodies. Donc on avait aussi pensé à un contenu personnalisable que vous pouvez retrouver en rentrant chez vous sur votre mail, par exemple des vidéos déjà prémontées en fonction du parcours que vous avez fait sur votre destination. Vous pouvez personnaliser votre vidéo et du coup, même si vous ne savez pas faire,
sur les réseaux sociaux, vous avez quand même via votre mail votre petite vidéo souvenir vacances personnalisées. Et il faut de l'expérience grâce à une diffusion des contenus produits sur un totem social. Ça, c'est un peu la boucle, la dernière chose qui boucle la boucle. Après le séjour, mais c'est aussi pendant le séjour, on s'est dit qu'on avait beaucoup de contenus produits et qu'on pouvait créer un événementiel via un mapping social. Alors, c'est une projection sur des murs, comme le fait par exemple Chartres en Lumière. Et non, pas Chartres en Lumière, Chartres en Lumière. Mais je crois qu'ils font aussi. C'est en lien avec le chien, tu m'as déstabilisé, Jean-Luc. Donc en gros, comment les contenus produits sur la destination, des posts Facebook, des photos Instagram, comment on pourrait créer un événementiel sur un point donné qui est fixe ou bouge en fonction des événements. Et du coup, créer un événementiel avec les contenus produits par les visiteurs, mais remonter sur ce mur, sur un point ou des points de la destination et créer une animation autour de ça. Voilà, merci Élise pour ce brillant exposé. Et on va donner la parole à Karine et Jean-Baptiste pour le projet Ding Dong. Pas tout de suite. Bonjour à tous. Alors déjà en préambule à la présentation, je voulais déjà remercier le groupe avec qui on a bossé parce qu'on a passé juste une journée extraordinaire. Je ressors concrètement pour ma paroisse avec un projet qui est clairement augmenté et avec une proposition que je vais vous faire à la fin de cette présentation. Alors Amnéville c'est quoi? Donc c'est dans le quart nord-est. C'est une station classée. C'est juste pour vous faire un cadrage sur les choix après les orientations qu'on a pris qui sont assez tranchées. Donc c'est une destination donc, avec 3 90 000 visiteurs en entrée de site. On est sur 96 millions de dépenses de visiteurs et 76 millions de retombées économiques directes, indirectes et induites sur une année. Donc avec plusieurs piliers de destination, 5 piliers qui concentrent 75% des flux de visiteurs sur la destination. On n'entend pas ? Alors, le projet Ding Dong, ça c'était le pitch en fait qu'on a lancé pour les ET Labs. C'est très simple. Le but, c'est de créer donc sur smartphone une stratégie marketing mobile. Le but, c'est que dès qu'on arrive sur la destination, l'objectif c'est d'avoir des notifications push qui viennent et qui vont commercialiser à la fois des promotions commerciales, mais qui vont pusher aussi du contenu éditorial. Le but, c'est vraiment d'avoir un ratio 50-50 pour être sûr qu'on ne va pas saouler les gens avec un phénomène où ils vont chercher la croix dans l'écran pour être sûr qu'ils vont squeezer le truc. On veut vraiment intéresser l'ensemble du personnel, des touristes. Putain, je bug. Donc là, vous avez un cas concret avec Pimpin qui se balade à Amnéville, et hop, c'est Happy Hour. Donc ça, voilà, donc là c'est du contenu clairement éditorialisé. On a après du contenu qui se veut vraiment commercial. Et après je pense qu'on peut un peu squeezer quoi, pour gagner du temps. Squeezons, ding dong. Hop. Comme ça. C'est reparti. On l'a fait déjà la dernière fois. Hein. Alors, comme je vous le disais, on est une destination donc, avec 5 piliers vraiment forts. Donc, on n'a bien évidemment pas pu travailler les 5 personas qui correspondent à ces piliers. On a à la fois une cure thermale, on a un zoo, on a un casino, on a une salle de spectacle de 12 000 personnes et on a une piste de ski indoor. Donc, on s'est focalisé sur la masse la plus importante de notre clientèle, c'est-à-dire la clientèle familiale. Et du coup, on a traité le persona d'Hélène, donc 42 ans, la familiale, donc, et comment la faire adhérer à une solution digitale pour qu'elle découvre différemment la destination. Top. Que ça? Non, pas que ça. Ah bah oui, mais c'est parce que je n'appuie pas sur le bon bouton en fait. Alors les objectifs concrètement du projet, c'était de pouvoir augmenter donc, les retombées économiques sur la destination.
de vraiment créer une GRC derrière pour faire de la fidélisation et avec du contenu inspirationnel donc sur notre territoire. En termes de méthode de travail, on a réparti le groupe en 3 pôles. Un pôle qui a réfléchi sur le modèle économique, donc vous avez des petites illustrations des productions. Un pôle sur l'écosystème des données, à la fois entrantes, sortantes pour le client et pour le prestataire. Et un pôle de communication interne au niveau du fonctionnement avec les prestataires et externe avec les clients qui viennent sur la destination. Qu'est-ce que ça a donné ? On a derrière dessiné un scénario client, qui est repris là dans une mise en forme fort novatrice. Une première étape en haut de communication et de la promesse de pourquoi il faut le faire, comment il faut le faire, par rapport à tous les points de contact que je peux avoir avec le client quand il est en phase inspirationnelle ou quand il est en consommation sur le territoire par rapport à ses portes d'entrée. Derrière, la promesse, l'avantage d'aller vers ce service, on va vers un téléchargement d'une application en progressive web app, comme on l'a appris dans un atelier hier. Une création d'un compte client, parce que derrière GRC, donc base de données client, pour personnaliser, pour enrichir la base en permanence, avec du contenu éditorialisé, personnalisé et du contenu promotionnel chrono-responsive, comme on l'a vu avec Fabien, l'expert UX qu'on avait, et la logique de SNCF que Franck Gervais a répété hier. Une transformation derrière, parce que c'est l'objectif économique par rapport au chiffre d'affaires que veut faire le territoire, acte d'achat ou pas, et là on est dans la suite un peu du marketing automation. Si ça transforme, si ça convertit, ben je vais avoir une possibilité d'affiner encore mon profil pour vraiment avoir toujours des offres de plus en plus affinitaires. Objectif à terme, fidélisation, donc l'objectif de la commande initiale, et fidélisation aussi qui permettrait une conquête par rebond, parce que par les activités que j'ai consommées, par les bons que j'ai consommés, évidemment une incitation à partager sur les réseaux sociaux et plein d'autres éléments pour donner envie à d'autres personnes de venir sur Amnéville. En termes de production, du coup, on a fait du sketching et Fabien de l'UX a été développé pendant 1 heure, deux illustrations qu'on va vous montrer. Une partie web et une partie application. L'application notamment qu'on retrouve là, donc personnalisée avec une entrée client, avec mon roadbook. Donc on va pouvoir ajouter des étapes, ajouter un certain nombre d'éléments quand j'étais en interaction avec le territoire. Et puis bien sûr, de suite, la promo ici, donc promo Zoo 25%, qui est vraiment en lien par rapport à ma clientèle familiale, où le zoo est la porte d'entrée du territoire. Des éléments complémentaires au niveau des informations touristiques, éditorialisées aussi par l'Office de tourisme, avec notamment les événements, mon week-end ou autre. Et une partie donc à droite de comment y aller. Alors on rajoutera le petit bouton comment y aller, comme ça il y aura certainement une part de financement de l'appli par SNCF. Mais derrière on y mettra du covoiturage, du Waze et tous les outils de partage sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la suite sur la plateforme? Toujours ce côté fidélisation, toujours garder en tête la destination, donc un roadbook que je peux retrouver, des inspirations que je peux retrouver directement sur le site décliné sur Amnéville, avec une vision parcours, parce qu'on est bien conscient qu'à l'échelle d'une ville, c'est pas intéressant du tout. Par contre, le parcours de Paris à Amnéville, et où je peux avoir des contenus autour de tout ça, va être beaucoup plus intéressant. Alors, on arrive au moment de la proposition qui est claire. Avec le groupe avec lequel on a travaillé, on s'est vite rendu compte que le projet déjà intéressait bon nombre de nos collègues professionnels qui voulaient eux-mêmes le développer sur leur territoire. Et c'est un projet qui commençait à nous dépasser. Donc en même temps qu'on crée le projet en lui-même, on a décidé de directement le mettre et de l'étendre au niveau d'un projet national, donc avec un Ding Dong Lab. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire ça en mode collaboratif, coopératif, en méthode agile, qui va s'enrichir au fur et à mesure. Et donc on vous propose, si vous êtes intéressé, en écrivant à thedingdonglab@gmail.com, de partir à l'aventure avec nous. Merci beaucoup. Et voilà, proposition faite pour Mathieu. Merci. Et enfin, dernier groupe, Frontignan. Et c'est Mathieu et Paul qui font la présentation. Ah, ils sont très forts. Hein. Bon, alors moi, je vais vous raconter 3 histoires. La première, c'est où je vis. La deuxième,
c'est qui je suis. Et la dernière, c'est ce qu'on a fait mardi. Si vous voulez faire les cigales pour bien savoir d'où je viens, c'est possible, il n'y a pas de souci. Alors ça sera pour la première histoire. Après, si vous voulez arrêter, ça... Donc, Frontignan, ville balnéaire, avec la mer, les étangs, juste derrière l'étang de Thau, avec les bonnes huîtres et surtout le bon muscat, bien sûr. Donc la gastronomie, c'est pas mal important chez nous. La deuxième, c'est qui je suis. Mais qui je suis, au final, je suis passionné par 3 choses. Le numérique, ça tombe bien. La nature, je viens de le dire. Et puis l'humain, comme animateur numérique de territoire. Et, ouais. Et donc du coup, la troisième histoire que je vais vous raconter, c'est ce qu'on a fait mardi au final. Alors, tout ce qui est mes collaborateurs de mardi, je les remercie d'abord parce que c'était un vrai travail et que c'était très sympa de collaborer tous ensemble. Et donc du coup, par rapport à la commande, c'était valoriser les missions de l'Office de tourisme en interne et en externe, donner la parole aux acteurs de la destination, et on les a bien ciblés, et vous le verrez tout à l'heure, et engager la communauté locale. Ça, c'était vraiment les trois choses importantes. Donc, Paul est arrivé avec un beau projet, et on avait, comme vous disiez, 6 heures pour réaliser quelque chose avec lequel il pouvait repartir. Je ne vais pas revenir sur les méthodes d'animation, puisque mes collègues en ont parlé un peu avant moi. Donc l'idée était dans un premier temps, bien entendu, de susciter de l'idée de manière, je dirais, massive. Donc on a utilisé les méthodes classiques de brainstorming. Et après, directement, on est passé plus sur ce qu'on appelle un focus group, c'est-à-dire qu'on a déterminé, nous aussi, des personas. Jusque-là, on est d'accord. Et on a fait une battle, en fait, entre plusieurs teams, où en gros, le but d'une team, c'était de mettre dans l'embarras l'autre team. En fait, la team numéro 1 représentait par exemple un élu et devait poser la question à la team numéro 2 qui représentait l'office et Paul, en lui disant voilà, sur ton projet, moi je vois ce point de blocage, comment tu fais pour gérer telle chose ou telle chose. Résultat, on est reparti avec 20 questions, 20 sujets sur lesquels travailler. Ça tombait bien, il est venu avec une idée, on le fait repartir avec 20 questions sur lesquelles s'est posé, c'était un peu compliqué. Concrètement, ce qu'on a fait pour passer de 20 à 4, c'est qu'on s'est regroupé l'ensemble des participants au groupe et on a posé la question à Paul. Voilà, aujourd'hui, par rapport à ta destination, par rapport à ton projet, par rapport à tes moyens, est-ce qu'on peut te demander quelles seraient tes 4 priorités là-dessus? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place directement en rentrant à l'office de tourisme? Le but de l'exercice, c'était que derrière, sur ces 4 sujets, on puisse lui produire et lui donner 4 fiches projets concrètes, avec bien entendu, vous connaissez une fiche produit, hein, donc une fiche produit concrète, et derrière, pour s'amuser un peu, parce que c'est aussi le but de la journée, on a essayé de mettre en forme ces idées pour montrer à tout le monde comment on pouvait réaliser. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on ne va pas faire les 4, hein, parce qu'on n'a pas le temps, mais par contre, je vous en montre 2. C'est ce que je vais faire chez moi en rentrant de Pau. Ça. La première, en fait, c'était la question d'un prestataire, notamment un prestataire de loisirs, d'activités nautiques. Tout à fait. En fait, la question qui est marquée derrière, c'était, en gros, il voulait se sentir unique. Qu'est-ce qui fait, en gros, pourquoi je viens chez vous alors que, franchement, je vais être noyé dans la masse de l'ensemble de votre information? Donc, on a travaillé sur la notion d'unique. Qu'est-ce que c'est, ces personnes? En gros, je vous l'ai marqué ici, l'action qu'on a proposée. Vous verrez que jusqu'à maintenant, il n'y a rien de révolutionnaire peut-être, mais en fait, Paul a trouvé que l'idée était très bonne parce qu'aujourd'hui, l'Office de tourisme communique sur un hashtag pour ses visiteurs qui s'appelle We Love Frontignan. C'est ça. Oui, We Love Frontignan. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, ce qu'on voulait voir, c'était qui sont les Frontignanaises et les Frontignanais. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Ouais. Et on voulait qu'ils créent un hashtag à destination à la fois des habitants, mais aussi des touristes, pour leur dire We are Frontignan. Ça, c'est nous. Et, voilà. Et donc, on s'est amusé. Et là, vous avez donc Cousteau, c'est le moniteur de plongée de Frontignan. Il s'appelle l'Or des profondeurs, son petit bateau, et il est Frontignan. Bon, j'en avais fait plein d'autres, mais je vous en montre qu'une. Il n'y a pas eu d'accident, je suis pas tombé à l'eau d'ailleurs. La deuxième et dernière que je vous présenterai, en fait, c'était plutôt la question d'un habitant, d'un local. Ça rejoint un petit peu ce que Brive nous a présenté tout à l'heure. C'était, moi j'habite ici, je fais des photos, j'aime ma ville, j'aime ma station, etc. Comment je peux faire pour participer?
Alors, cette question-là, j'allais dire, c'est une question institutionnelle. Comment je peux faire pour participer? Nous, on s'est dit derrière, comment je m'associe avec vous? Est-ce que je peux te payer? Etc. etc. Donc là-dessus, on n'a pas le temps de passer la vidéo, mais il y a un groupe qui a une très bonne idée de rendu, c'était de faire un truc, qu'est-ce que c'est dans la vie rêvée et qu'est-ce que c'est dans la vie réelle? Et en fait, concrètement, dans la vie rêvée, j'ai essayé de vous prendre la capture d'écran de la vidéo à gauche, où le photographe en fait, se fait rémunérer grassement par l'Office de tourisme pour les photos qu'il met à disposition. Et dans la vraie vie, ce qu'on a imaginé, c'est vraiment la fiche produit qu'on t'a remis, c'est plutôt une notion de gratification, bien entendu, aussi de mise en avant d'ailleurs des habitants là-dessus, pour leur dire, voilà, concrètement, on n'a pas d'argent, ça on est d'accord. Par contre, on connaît la destination, on peut vous proposer des entrées sur des festivals, etc. etc. Eh bien, moi, je repars à Frontignan avec les 4 fiches projets qui sont évolutives, puisqu'on va les mettre sur un drive, que les personnes qui ont travaillé dessus vont pouvoir continuer, et moi aussi, bien sûr. Je crée un groupe Facebook avec tout le monde pour pouvoir échanger et continuer et leur donner surtout l'avancée du projet. C'est-à-dire, dans 2 semaines, j'ai créé le hashtag WeAreFrontignan, ce genre de choses. Et à la fin, un reporting de la destination plus complet. Voilà. Et je crois que ta directrice et un élu qui sont en direct du live. Oui, tout à fait. Et ma maman aussi. Voilà. C'est le plus important. C'était un rêve de passer sur la scène, en fait. Sachant qu'il y aura le hashtag Paul et Frontignan aussi. Je pense qu'il faudra mettre en avant. Merci. Non, c'est bon. C'est bon, en fait, je voulais juste dire que peut-être que quand je vais mettre en place toutes ces actions, je reviendrai l'année prochaine et je pourrai encore en parler un peu plus. Voilà, c'est tout. Merci, merci Paul. Voilà. Donc, fin de ces ET Lab, nouveau format. Pour nous, ça a été une découverte, je crois, Matt. Exactement. On est très content d'avoir travaillé avec les UX. Parce que c'est vraiment une technicité qu'on possède mal dans le réseau. Et c'est vrai qu'on était en approche client tout le temps. Et je pense que c'est essentiel. Donc on a appris pas mal de choses et l'an prochain, on remet ça. Ouais, concrètement, j'espère qu'on vous a donné envie de venir nous présenter vos projets pour l'année prochaine. Ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, quand on a un projet et qu'on n'a pas forcément des grosses équipes ou des gros moyens, on est quand même assez isolé dans sa réflexion. Et là, concrètement, on a 5 destinations qui sont plus ou moins avancées dans les projets, mais qui ont quand même réfléchi collectivement. Et toutes les personnes qui nous ont aidés à participer, à augmenter les projets, ils repartent avec de la méthodo et envie de faire des choses chez eux aussi. Et on s'est bien éclaté dans la journée. Donc j'espère qu'on vous verra l'an prochain. Merci à tous. Et Laurent Pierre, on laisse la place aux hackathons et aux codeurs. Ils n'ont pas dormi pendant 2 jours et ils sont là. Merci. Donc dans la suite de cette ET Lab, on a voulu aussi lancer un hackathon tourisme et numérique avec un partenariat avec 2 écoles, enfin même 3 écoles. Je vais appeler les 2 responsables des écoles, donc avec le Greta sous le Béarn pour une école de graphistes, et puis avec la Wild Code School, en UX langage, c'est dur à dire, avec 2 écoles de codeurs, des codeurs web et des codeurs mobiles, qui ont travaillé pendant 24 heures, de hier 13h à aujourd'hui 13h, sur 5 projets qui leur ont été donnés, assez variés, des projets de collectivité, des projets de start-up, d'entreprise, pour maqueter, designer une appli web, une appli mobile. On va vous présenter ça, j'espère qu'on va vous présenter ça, parce qu'avec des codeurs, il y a des surprises jusqu'au bout, c'est-à-dire que la machine qui sert à projeter, c'est une machine Linux qui ne passe pas à la régie sur la sortie vidéo. Bon, peut-être 2 mots sur les 2 responsables des formations, sur voilà, votre formation et puis l'intérêt qu'il y a eu d'échanger entre des pros et des étudiants. Bonjour, Patricia Angard, Greta Sud-Aquitaine, l'agence de Pau. Donc, on a notamment un pôle numérique de formation. Et dans ce pôle, on a 2 formations qui sont un titre professionnel de designer web et un titre professionnel, enfin un diplôme universitaire, pardon, de technique multimédia depuis très longtemps. Et certains de nos stagiaires ont souhaité et ont accepté de participer à cet événement qui a été pour nous une belle expérience. Je traduis ce que m'ont dit les stagiaires. Ils ont découvert un travail de partenariat, en tout cas avec une équipe de professionnels d'autres métiers. Et puis, en tout cas, une aventure sur cette étape, sur une durée assez courte de projet.
Donc voilà, en tout cas, nous, on reste en contact parce que je pense qu'il y aura d'autres choses à poursuivre, en tout cas. Merci. Bonjour à tous, du coup Romain Coeur, cofondateur et directeur technique de la Wild Code School. Le principe de la Wild Code School, c'est de former des développeurs web et mobile en 5 mois, donc de manière très opérationnelle et très professionnalisante. Donc on adore être en lien en fait avec les entreprises. Dans notre cursus, on intègre des projets qui sont développés avec de vraies entreprises qui correspondent à de vrais besoins. Et on amène nos élèves dans ce genre d'événements pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent sentir les besoins du marché et pour qu'ils puissent créer des applications qui répondent à de vrais besoins. Le format 24 heures, c'est un format qui est intense et à la fois qui leur permet de faire le point sur leur avancement technique. Et le fait de travailler avec des graphistes en plus, c'est d'autant plus professionnalisant puisque c'est comme ça que ça se passe dans le monde professionnel. Et donc là, on a réussi à créer de vraies équipes autour de 5 projets qui étaient vraiment porteurs et qui étaient en plus dans le thème de l'événement d'aujourd'hui. Et on reviendra carrément l'année prochaine. Merci. Donc on va présenter les 3 projets gagnants. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça ne les a pas gênés de ne pas réellement dormir, enfin un peu quand même. Ce qui les a plus gênés, c'est la borne photo avec l'ambiance, la bonne ambiance qu'il y avait, et donc le bruit contraignant pour eux qu'il y avait. Ils étaient juste au-dessus de vous, donc ils ont des photos de vous vues du dessus. Donc les 5 projets, alors 2 n'ont pas été lauréats. Il y en a un qui était une interface graphique de saisie de données pour simplifier l'accès donc de la saisie des données sur la base Sirtaki, la base système d'information de la base touristique. Un deuxième qui a été posé par le Palais Beaumont ici sur une base qualité des gens qui viennent au restaurant et puis qui puissent envoyer des informations automatiquement sur des TripAdvisor, Google, etc. Et donc les 3 projets qui ont été lauréats, je vais demander au premier que vous connaissez bien puisqu'il a pitché ici, c'était Good Morning Saisonnier, qui ont travaillé avec les étudiants pour travailler sur une couche web et une couche mobile. Donc si les porteurs du projet côté étudiant, donc pas côté start-up, sont là. Oui, non, oui. Je te passe le micro. Alors, je ne sais pas si on va voir du visuel. Donc, tu présentes et moi, je vais mimer du web en live. D'accord. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente, je m'appelle Benjamin Chantôme. Donc, je suis développeur mobile à la Wild Code School depuis très peu de temps. Et du coup, j'ai travaillé lors de ce hackathon sur 24 heures avec Good Morning Saisonnier, qui sont une start-up qui propose d'agir pour les saisonniers sur le territoire, en fait. Donc, on va peut-être avoir un retour de visuel, si en régie c'est bon. Ça n'a pas l'air bon. Dommage. Bon, alors, on a fait ce projet avec une équipe une graphiste, 2 développeurs mobiles, donc dont moi-même, et aussi 3 développeurs web qui vont ensuite venir nous expliquer ce qu'ils ont fait. À la base, l'application était prévue que pour mobile. Les webeux, on sait un peu, voilà, ils se sont un peu incrustés, quoi. Du coup, toujours pas de visuel. J'enchaîne. Ok. Du coup, en fait, sur cette application, on a prévu plusieurs types de services. Donc, déjà, c'est une application qui va être privée parce que les utilisateurs, donc les saisonniers de cette application, vont pouvoir gagner des cadeaux en répondant à des questions. J'y viendrai plus tard. En fait, cette application va lister des bons plans, c'est-à-dire des offres promotionnelles pour ces saisonniers qui sont embauchés ou par un prestataire ou quelqu'un d'autre. Du coup, c'est dommage qu'on n'ait pas les visuels, mais bon. Ouais, je vais parler, du coup. Donc, en fait, du coup... Très bien. Donc, la régie, aidez-nous, là, envoyez-nous des images de chatons ou un truc pour meubler, s'il vous plaît. Pardon ? Bon.
Du coup, notre application va rediriger sur ces bons plans dans lesquels on pourra afficher les détails sur une autre page pour savoir l'adresse, la promotion qui est proposée, etc. Ensuite, nous allons en fait proposer aux prestataires de créer des quiz pour les saisonniers, c'est-à-dire qu'un saisonnier qui s'est inscrit sur un territoire, donc par exemple dans la région, va récupérer tous les quiz des prestataires qui sont dans sa zone. Du coup, en fait, ça lui permet de récupérer, s'il répond correctement aux questions, des points qui sont ensuite ajoutés sur son profil utilisateur. À force de cumul de points, bien sûr, du coup, il y aura des cadeaux distribués à l'utilisateur. Je te laisse continuer parce que bon, normalement ta formation c'est développeur, mais là c'est bien, tu as un training sur parler en public avec rien derrière. C'est super bon quand même. Du coup, après. Sinon vous me balancez si on a les images d'un des projets, puis on va s'adapter. Ouais. On a prévu aussi de faire du coup un système de classement grâce à ce quiz qui permettra de savoir qui est, on va dire, le meilleur saisonnier du coin. Ensuite, on a prévu de prévoir quand même des événements, c'est-à-dire qu'en plus des offres promotionnelles, on va avoir un prestataire qui peut faire des événements dans la région. Et bien sûr, ce sera l'utilisateur pourra consulter son calendrier. Voilà, et voir l'événement en détail qui listera la date, le lieu, les contacts de cette place. Voilà, c'est à peu près tout au niveau de tout ce qui est fonctionnalité. C'est dommage qu'on n'ait pas vu un peu le design de tout ça. Mais bon, ça en jette. Hein. On a voilà. Bon, c'est bon, tu as ton diplôme pour les 3 prochaines années. Ah, merci, c'est cool. Du coup, je vais terminer par en fait une fonctionnalité. Par une fonctionnalité qui est terminée, à développer dans le futur, qui sera du coup la liaison avec les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Voilà. Du coup, je vais passer la parole à mon collègue Webeux. Je t'en prie. Donc je vais vous présenter la version application web, parce que du coup la version application mobile marche pas. Non, elle n'est pas projetée. Elle marche, mais elle n'est pas projetée. Donc comme vous pouvez le voir, l'utilisateur entre le nom de la ville et son métier. Et grâce à ça, on peut trouver des informations sur la ville pour augmenter sa culture générale. On peut aussi essayer de lui donner quelques conseils pour réagir en fonction des événements qui peuvent arriver dans son métier, comme par exemple comment réagir sur un problème technique comme maintenant. Donc voilà, c'est sous forme de carrousel, donc c'est un slider, je ne sais pas si ça vous parle un peu plus. Quand l'utilisateur clique dessus, on a un questionnaire qui s'affiche. Pour pouvoir débloquer le questionnaire d'après, il est obligé de valider le premier. Toujours le même système de points, donc avec un comparatif par rapport aux autres utilisateurs pour essayer de créer un challenge. Le système d'agenda qui permet de voir ce qui se passe en ce moment dans la ville où l'utilisateur est, donc toujours sur le principe que c'est un saisonnier et qu'il va vouloir sortir après le boulot. Voilà, donc le côté application web en fait est plus axé sur le début de la saison, se renseigner avant d'arriver. Le côté mobile est plus pour pendant la saison, avoir des petites alertes qui apparaissent, voilà. Donc après on aura un profil pour chaque utilisateur. Donc dans le profil on aura un récapitulatif avec un système de chat pour pouvoir discuter entre utilisateurs. On veut vraiment essayer de créer en fait une communauté entre saisonniers afin que les nouveaux saisonniers, enfin les nouveaux arrivants dans une région soient plus à l'aise et puissent s'intégrer facilement. Donc pour l'instant on n'a pas intégré le chat, c'est en projet, mais ça viendra sûrement sur le futur. Voilà. Ok, merci. On réunira tout le monde sur scène à la fin.
tu passes au suivant. Donc le deuxième projet, je vous demanderai d'être un peu plus court. Normalement, la technique doit rouler sans faille. C'est un projet qui s'appelle WeExpat, qui, comme son nom l'indique, est destiné aux expatriés. Et donc on va faire hyper rapide parce qu'on est hyper à la bourre. Donc vous avez 2 minutes. 1 minute 30, ça serait bien. Amplement suffisant. Bonjour à tous. Moi, je suis Jérôme. Je vais vous parler du projet WeExpat. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été expatriés, mais bien souvent, quand vous êtes expatrié, vous avez besoin d'avoir quelques informations sur le pays qui va vous accueillir. Et ces informations, elles sont un petit peu dispersées un peu partout sur Internet. Vous avez des blogs pour ça, vous avez certains sites comme du Couchsurfing et autres qui vous permettent d'avoir des relations avec des expatriés du pays d'accueil. L'application WeExpat, elle est là pour vous permettre de rentrer en relation avec une communauté d'expatriés et de mettre en place des outils de manière à vous faciliter votre départ, votre vie en tant qu'expatrié, parce que bien souvent, quand vous êtes expatrié ou conjoint d'expatrié, vous rencontrez des problèmes en termes de travail, en termes de barrières de langue, plein de petits problèmes comme ça. Et également, lorsque vous retournez dans votre pays d'origine, il y a certaines démarches administratives qu'il faut faire. Tout ça, l'outil est là pour vous faciliter ces démarches-là. D'un point de vue technique, ce qui a été réalisé sur les 24 dernières heures, c'est déjà les premiers éléments autant web que applicatifs. Donc, derrière moi doivent déjà dérouler les écrans de l'application web. Je vais laisser la parole à mon ami Aurélien, développeur, qui lui s'est occupé de la partie développement mobile. Bonjour. D'accord. Donc, on était une équipe de 5, donc il y avait de 6, il y avait une infographiste, 2 développeurs web et nous, 3 développeurs mobiles. Donc là, je vais vous présenter l'appli mobile. Donc, ça commence par un écran de connexion qui mène vers une question sur la situation. Donc, ça demande si vous êtes expatrié, en fait, je ne vois plus. Si vous êtes futur expatrié ou retour au pays. Donc, pour les futurs expatriés, par exemple, il y a un outil, enfin une rubrique avec si vous cliquez sur les logements, qui va vous informer des logements à proximité du lieu de votre expatriation. Et après, vous avez aussi la possibilité de rechercher les offres d'emploi à proximité. Bon, je n'ai pas le visuel, mais c'est pas grave. Et ok, du coup, aussi, ça a permis aussi de checker toutes les démarches à faire en tant que pour les assurances, pour les banques, la santé, pour savoir où on en est dans nos démarches, du coup, pour l'expatriation. Donc voilà, tout ça c'est en lien avec l'endroit où on va et où on est. Merci. Juste. Donc je tiens à remercier donc personnellement la Wild Code School, également Greta et le Beaumont qui nous accueille, le Palais Beaumont et l'événement du tourisme. Merci à tous. Et donc, en encore moins de temps, mais il parle très bien en public, il va nous faire ça en à peu près 49 secondes. Le projet qui a gagné, c'est Freakyway, un projet de valorisation open data de points d'intérêt touristique. Bon, c'est pas mal parce que vous m'aidez à l'introduction. Donc en fait, on est parti sur une partie d'open data, donc c'est-à-dire on a une base de données qui nous est fournie par la société la Reine Merlin, une société basée plutôt sur Bordeaux et qui est orientée vraiment sur l'open data. Donc le système, donc apparemment ça vient pas, visiblement c'est toujours pas réglé en technique. Donc en fait le système c'est qu'on va vous proposer de découvrir des lieux insolites un peu partout en France. Donc aujourd'hui on a pris l'exemple de Bordeaux, ce qu'on nous a proposé au sein de cette base de données. Parce qu'en fait tout simplement il y a un constat, c'est quand vous avez déjà visité une ville, vous avez l'impression que finalement vous n'avez pas forcément envie d'y retourner parce que vous avez l'impression d'avoir tout vu. En fait, non, dans toutes les villes, vous avez toujours en fait, des lieux vraiment très insolites que vous n'attendez vraiment pas. Par exemple, à Bordeaux, vous avez la maison de Monsieur Guillotin qui a inventé la guillotine. Voilà, ça vous fait une belle jambe, mais ça peut être sympa de passer à côté et de se dire, tiens, ce monsieur-là,
habité par là. Donc c'est un exemple parmi bien d'autres. Donc la base était à peu près une 60aine de lieux vraiment au centre-ville de Bordeaux. Et c'est vrai que ça peut être intéressant donc, pour tout le monde de découvrir vraiment des anecdotes sur sa ville ou sur une ville dans laquelle on a l'habitude d'aller. Donc on va montrer un petit peu l'application web. Donc on est parti d'abord sur un système où on va vous proposer une liste donc un peu de tout ce qu'il peut y avoir dans une ville. Donc vous rentrez par exemple une ville, Bordeaux, Paris, etc. Et vous avez une liste dans le centre-ville de finalement tous les lieux insolites que vous pouvez retrouver. Nous on est parti aussi sur le principe où, admettons, vous allez dans une ville, vous avez 1 heure à perdre ou 1 heure à aller vous promener et vous décidez donc voilà, vous êtes à Bordeaux, vous voulez vous promener pendant une petite heure, 2 heures. On va vous proposer en fait des tours thématiques par exemple orientés sur ce temps, c'est-à-dire si vous avez 1 heure, on va vous orienter sur un tour peut-être de 7, 8, 9 endroits. Si vous avez 2 heures, peut-être on va partir sur une dizaine d'endroits. Voilà, donc thématique, c'est-à-dire on va pouvoir vous proposer par exemple des endroits avec thématique romantique, thématique par exemple à Bordeaux, vous avez beaucoup tout ce qui est l'œnologie, donc à voir pourquoi pas, il y a le monsieur qui a inventé par exemple les étiquettes de vin qui a sa maison à Bordeaux, ça peut être intéressant à passer par là si vous êtes amateur de vin. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant, qui peut permettre de découvrir en peu de temps des lieux insolites, vraiment dans votre ville. Nous, l'objectif donc dans ce hackathon, on était 7, donc on était 4 développeurs web, 2 développeurs mobiles et un seul graphiste, mais il a été très très bon, il a vraiment beaucoup aidé. Ça nous a permis vraiment en très peu de temps de vraiment développer une application qui était, bon, malheureusement vous ne l'avez pas vu, mais qui, comme a dit mon collègue, était vraiment super tout à l'heure, je vais refaire la même blague. Et c'était vraiment intéressant de travailler tous ensemble, justement pour essayer de réfléchir, de brainstormer un petit peu sur un sujet qui peut être vraiment intéressant. L'objectif après de cette application, par exemple, peut rajouter un système de communauté, donc c'est-à-dire que les locaux, les personnes qui habitent dans une ville ou qui ont déjà visité une ville qu'ils connaissent très bien avec des endroits insolites, peuvent le proposer dans l'application et après soumettre un système de vote, pouvoir rajouter en favori des lieux, etc. et faire connaître finalement à tout le monde des lieux insolites. Donc comme on est dans de l'open data, donc ce qui est intéressant, c'est qu'après ces data pourront être utilisées, donc pourquoi pas par des offices de tourisme ou par des applications tierces. Je vais te dire merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme c'est la dernière fois que vous êtes dans cet amphi, puisqu'après vous partez sur des ateliers, vous passez juste chercher un café, vous allez directement dans les ateliers pour des problèmes de timing. Et avant d'inviter tous les étudiants à venir sur scène, 2 infos. Il y a eu un concours de photos sérieuses hier soir pendant la soirée. On va mettre, organisé par Shoot4Me, on va mettre, pour cause de temps, on va mettre les résultats sur le Facebook de l'application. Vous verrez une très belle photo qui a gagné le prix du jury et une photo un peu gênante qui a, elle, gagné le prix du public puisqu'elle a le plus grand nombre de votes. Donc on remercie Shoot4Me. Et puis dernière information, donc on va se quitter ensuite. Les ET13 auront bien lieu, bien évidemment. À quel endroit, ça sera la surprise. On verra si c'est Pau, Poitiers, La Rochelle ou Guéret. Merci, à bientôt. Et maintenant, vous avez pause café et la dernière série d'ateliers. Et j'invite à passer sur scène tous les étudiants qui ont participé au hackathon.